So, next we're going to have another fascinating panel on sustainable cities, and I'd very much like you to join me in welcoming Xavier Marchand. He's a partner at Characters France to lead the panel discussion. Bonjour à tous. Quoi de plus durable finalement que la ville et le bâtiment? Et quoi de plus finalement aussi changeant peut-être que ces bâtiments aujourd'hui, et des défis qui sont autour du bâtiment et de la ville, des défis, on l'a vu sur le défi climatique, mais également sur le défi social, la mixité des âges, des mixités sociales. Et pour discuter de ces sujets, déjà, je vais inviter sur scène à me rejoindre Rina Guy, qui est le chef de l'innovation de la ville de Tel Aviv. Rina, if you could come with us. Stéphanie Jana, qui est vice-adjoint à la mairie de Montpellier, en charge plus particulièrement du développement durable notamment. Julian Gold, ancien maire de Beverly Hills. Guillaume Carlier, directeur RSE de Bouygues Construction. Benoît Béchat de Climate KIC, chef de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Et enfin, il me semble manquer Cédric Simona de Trianon Résidence, directeur général de Trianon Résidence. Alors peut-être un petit propos, on essaiera de retenir un peu dans le délai qui est là, peut-être un petit propos pour Rina, ça 5 minutes, pour Rina, pour nous exposer les difficultés ou la présentation de ce que la ville de Tel Aviv a aujourd'hui à faire face, compte tenu de Pardonnez-moi, je fais une précision. Benoît doit nous quitter à 13h et je voyais simplement les choses, mais je pense qu'on a un peu le temps quand même que Rina puisse nous exposer les difficultés que la ville de Tel Aviv rencontre aujourd'hui dans la gestion de son habitat. No? Yes? Okay, thank you. Good afternoon. I'm truly honored and delighted to be part of the Transition Forum. And I'm proud to represent my lovely city, Tel Aviv. Tel Aviv is a city that put a Michelin star gourmet food in a pita. That is an example for sustainable food. It fits with the sustainable eating concept. I will start by mentioning the most important fact that you need to know. Tel Aviv is a very small city. Our size is only 20 square miles. In Tel Aviv, there is 1,700 technological startups at any given moment. It's home for half a million residents, and 1 million people come into Tel Aviv every day, and close to 1 million cars enter to Tel Aviv every single day. So Tel Aviv faces with urban challenges, and sustainability is not an option for us. It's a must. Thank you. Thank you. Maybe Stéphanie can give some example of Montpellier. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. À Montpellier aussi, le développement durable, ça ne peut pas être une option. Et nous avons un territoire assez particulier. Je voudrais quand même prendre une demi-minute pour vous en parler. Je crois qu'on voit des photos derrière. On conjugue un peu des situations paradoxales. Donc à la fois, nous avons la plus forte croissance démographique française. Donc ça, c'est un fait, c'est une donnée d'entrée. Mais nous faisons aussi partie des 35 hotspots mondiaux de la biodiversité. Ça veut dire qu'on a une biodiversité exceptionnelle qui vient aux portes de la ville. Là, on est en plein cœur de la métropole de Montpellier. Les gens ne le savent pas toujours. Avec la garrigue, les étangs, la proximité de la mer. Donc, un paysage très particulier et qui, évidemment, participe grandement à la qualité de vie connue et reconnue de nos habitants. Et puis, troisième point, nous sommes un territoire particulièrement vulnérable au changement climatique, notamment avec les questions
question des inondations, des épisodes cévenols que nous vivons quasiment chaque année. Donc le changement climatique pour nos habitants, c'est pas une idée qu'on lit dans les journaux ou qu'on entend à la radio, c'est une réalité qui est vécue chaque année de près ou de loin par nos habitants. Alors ces trois choses, ces trois éléments peuvent apparaître paradoxaux ou alors irrésolvables. Eh bien au contraire, on a décidé avec Philippe Sorel, lorsque il a été élu maire de Montpellier et président de la métropole en 2014, une nouvelle équipe en place issue de la société civile. Nous avons décidé de remettre totalement à plat notre stratégie par rapport à l'adaptation au changement climatique. Et nous avons donc engagé une démarche avec une gouvernance assez particulière, collaborative avec l'ensemble des maires de la métropole de Montpellier, 31 communes, donc 31 maires. Un maire égale une voix, quelle que soit la taille de la commune. Montpellier, 250 000 habitants. Nous avons des villages qui ont 900 habitants. Les maires ont la même voix par rapport à ces questions-là. Et nous avons donc engagé une démarche appelée Montpellier Métropole Territoire, où nous avons, pendant un an à peu près, nous nous sommes réunis et rassemblés pour répondre à la question essentielle: quelles sont les valeurs que nous partageons sur ce territoire à l'heure du défi climatique? Et nous avons donc composé un document qui aujourd'hui est un socle politique extrêmement fiable, et ça doit intéresser les entreprises que vous êtes, puisque aujourd'hui est posé très clairement pour les 20, 30, 40, 50 ans à venir les grandes orientations. Et ce document, non obligatoire, non administratif, irrigue aujourd'hui l'ensemble des politiques publiques et nous a par exemple permis, je cite un exemple, je pourrais en citer beaucoup, d'inscrire à notre schéma de cohérence territoriale la préservation de 2/3 d'espaces naturels et agricoles sur notre territoire métropolitain pour les 20 ans à venir, alors même que nous devons par exemple construire 5000 logements par an. Et enfin, je vais passer la parole à Juliane pour nous exposer ce que la ville de Beverly Hills, qui est quand même dans la Californie, au sens des États-Unis, qui est un État que l'on sait être très friand de ces questions d'environnement et de développement durable, et peut-être le point de vue de Beverly Hills, une des plus grandes villes connues, en tous les cas, de cet État américain. Well, thank you very much, and thank you for having me here today. I hope to add to this conversation a little bit from the elected point of view, because as electeds, we have perhaps slightly different pressures than other people in the audience. First, to just talk a little bit about Beverly Hills, the demographics of Beverly Hills. We're actually only 5.7 square miles. And in that 5.7 square miles, we have 35,000 residents. We've had a population of 35,000 actually for decades. The demographics of the 35,000 has changed, and that's part of the imperative for us to make change. During the daytime, we have up to 250,000 people in the city. So we have to find a balance in our lives between being prepared for 35,000 residents or 250,000 visitors, workers, and things like that. The city was built largely in the 30s and 40s. The city's over 100 years old. There is some new development, especially amongst private homes. But in terms of commercial development, and certainly in terms of rental apartment housing, the rental apartment housing all dates from around the time of the Second World War. In the last 30 or 40 years, we have built very, very little. And when you take a look at Beverly Hills, oddly, you wouldn't think it, but truly our density is approximately the density of Cleveland, Ohio. So we're not, this notion that we're sort of spread out and have big mansions and all that kind of stuff is just not true. We have the real issues of density which come with most cities today. Density brings us traffic. It brings us the issues of parking. And ultimately, as an elected, the thing that I'm most responsible for, unlike this fly, what density brings us really is impact on the residential quality of life. So as an elected, we are held accountable not only for the safety of our population, not only for the programmatic development of the city, but ultimately the question that gets asked of us effectively when we get elected is, have you done anything to make my quality of living
better. And so density works against us in this. Troubles with traffic, troubles with parking, lots of people. This works against the residential quality of life. We recognize, though, that that is not the main driver of the world. What we have done is we've tried to mitigate this density in the short term with smart city technologies, traffic lights that are controlled centrally. We're in the development of a subway. We don't have good mass transit in California. We're building a subway. We're developing fiber to the premise as an opportunity to allow people ultimately perhaps to work at home. They'll have gigabit fiber to every premise. Every home, every business, every premise will have fiber optic cable. And ultimately, with that backbone, we will look at the use of autonomous vehicles as instead of traditional transport around town. These would be autonomous city-owned vehicles that would get us to and from the city, to and from the grocery, to and from the physician and everything else. But these are, for us, really short-term mitigations of what is a long-term issue. And here's where it really gets difficult, because what we need to do is fundamentally change the way cities are constructed, away from the way they were constructed in the 30s and the 40s and the 50s, and maybe even today, to a way that they can be more efficient and habitable for a population of the future. And that's really our challenge. And the challenge is not only a technological challenge, it's not only a scientific challenge, but at its base, it's fundamentally a political challenge. Because we have to convince people who may or may not want to see change that A, change is important, and B, that change is inevitable. But as a politician, you know, they say that friends come and go, enemies accumulate. You need to do this in a way where the population comes along and grows over time. And I think that's going to be our biggest challenge. I think we're up to it. I think it's an exciting time for us, but I do think that the challenges are big, and it will take a lot of work to get there. Thank you. Juste avant de donner la parole à Guillaume pour qu'il nous explique comment aujourd'hui les techniques de construction peuvent accompagner ce développement durable, j'aimerais passer la parole d'abord à Benoît Vercherin, qui va vous expliquer, je pense aussi, l'action de Climate KIC, je pense très important, pour l'acceptabilité aujourd'hui de ce changement parmi les citoyens européens. Thank you, Xavier. Thank you for the invitation, and we are very pleased to be with you. And I'm very honored to speak after the demand owners, the cities, the territorial agent, because you are key in transforming our society, because we have to listen to you, and you have part of the solution just by expressing the problem. I work for EIT Climate Geek, the innovation Institute for Technology by the European Commission. So we are a community of more than 350 partners fostering innovation by catalyzing ideas and connecting innovators together. We have been created in 2019. We are going to celebrate our 10th anniversary. And just for your information, it's an investment from the European Commission of approximately €1 billion. All together with all the KIC, and so for Climate KIC it is €1 billion, more or less 100 million per year. So this is quite significant. We have accompanied more than 10,000 students because we foster innovation among the academic institutions. We have accompanied and accelerated about 2,000 startups, but also we help the startup to connect with the businesses and the different stakeholders, so that we believe that with the transformation in time is possible. We can reach the target of being 1.5 degree at the end of the century. And this can be done not through incremental changes, but through systemic innovation. That's extremely important because it is essential to create a community of stakeholders, ensuring the sense-making and coherent ecosystems. So all together we can really transform our society. Just to announce that we are launching with our colleague
an initiative for the deep retrofit of existing houses and apartments. It is extremely important because today we are very late in this transformation. So we launched the 1 million retrofit. So instead of retrofitting 10 or 100 houses in a district, we want to go by a factor of 100 and to take and tackle project for 10,000 houses. So this is the urgency. We have solution. It is a little bit complicated because finance has to also provide the innovative funding model, but the technology is there, and also the regulation is here to accompany this transformation. So we believe this is possible, and we need the support of all the stakeholders, and I'm inviting especially not only the financial but also the business, because in the construction sector you have a lot of very small companies with 1 or 2 employees, especially in the retrofit industry, and we need the medium-sized company, but also the small entrepreneur to work together so that it is coherent. And we believe also that digitalization will be very powerful to accompany the transformation of our society. Thank you. Guillaume, si tu peux nous parler de ces nouvelles techniques que vous allez tous mettre en œuvre demain. Ah, tu n'as pas le bon micro. Merci de cette invitation. Alors, la Major Compagnie, effectivement, elle a ce rôle de tirer le secteur, le monde de la construction en France. Effectivement, c'est beaucoup de PME. Aujourd'hui, la question de fond qui se pose, un bâtiment, c'est quoi? Juste un chiffre. On met 25% du coût d'un bâtiment dans les matériaux, et ces matériaux, avec la consommation d'énergie du bâtiment, c'est 30% des gaz à effet de serre. En fin de vie, on récupère à peine 0,5% de cette valeur ajoutée. Autrement dit, on met à la poubelle 25% de l'actif qui génère 30% des gaz à effet de serre. Démonstration faite. Aujourd'hui, ce qu'il faut encore construire. Un constructeur comme nous se dit finalement, pas forcément. L'idée, c'est d'adresser finalement le nouveau sujet et de se dire, le capital de demain, c'est l'existant. On a coutume de dire que finalement, la mine, aujourd'hui, elle est urbaine. Et que le principal axe pour réussir la bataille contre le changement climatique, finalement, c'est déjà de capitaliser sur l'existant. Est-ce qu'un ouvrage, on a besoin forcément de le déconstruire? Je dis bien déconstruire, parce que le démolir, il faut bannir ce terme aujourd'hui. Le déconstruire, pas forcément. On peut prolonger son usage. On a vu que la révolution des usages fait qu'aujourd'hui, on est prêt à donner une autre activité, d'autres paramètres à ce bâtiment qu'on a construit au départ pour un mono-usage. Ça, c'est le début finalement de l'économie circulaire, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Le vrai enjeu, ensuite, et ça a été largement abordé, c'est la rénovation. Mais nous ne trompons pas. Comme le rappelait M. Paoli ce matin, la rénovation énergétique, c'est bien, mais on peut courir totalement à la catastrophe en déplaçant la pollution. Pourquoi? Si vous faites une rénovation énergétique à grand renfort de matériaux, vous ne faites qu'empirer le bilan de gaz à effet de serre du bâtiment. Autrement dit, rénovation urgente, énergétique et bas carbone. Et enfin, la construction, puisqu'on a toujours nécessité malheureusement de continuer à construire, c'est construire autrement. Anouk Legendre le rappelait effectivement, construire autrement, ça veut dire quoi? Ça veut dire adresser des nouveaux matériaux, comme les matériaux biosourcés, les matériaux issus de l'économie circulaire. Mais le message que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que finalement, il n'y a pas de matériau miracle. On n'a pas la clé aujourd'hui du matériau miracle. Ce qu'on sait, par contre, et ce qu'on a appris d'expérience, c'est qu'il faut utiliser le bon matériau au bon endroit. On a coutume de dire aussi que les anciens, finalement, par bon sens, utilisaient le matériau qui était à disposition proche. À Grenoble, on construisait en terre crue. Aujourd'hui, à Paris, on va excaver des terres. Pourquoi pas ne construire en terre crue? Donc finalement, on est plus dans une logique finalement du low-tech, du bon sens, se réapproprier le cycle de l'eau pour s'adapter au changement climatique, plutôt que de chercher finalement des solutions de rupture. Merci. N'oublions pas que la ville est avant tout destinée à ceux qui l'habitent, les bâtiments aussi, et il faut naturellement que les messages puissent être passés par ceux qui sont destinataires des usages. Et à ce titre, je crois que Cédric a beaucoup réfléchi à la manière dont aujourd'hui le bâtiment doit se plier finalement aux contraintes, aux besoins de l'utilisateur. Alors, beaucoup réfléchi, je ne sais pas. Réfléchi déjà. Oui, le promoteur, il a une équation qui n'est pas évidente à résoudre.
Le logement répond à un besoin fondamental, donc à ce titre-là, on a une responsabilité sociétale. Et deux, comme ça a été dit, il est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre, donc on a une responsabilité environnementale. Ensuite, on se retrouve à la croisée des chemins entre une volonté politique qui a plutôt une approche globale et qui va défendre un intérêt général, et puis l'usager, et je parle plutôt de l'usager plutôt que le client, l'usager, qui aura plutôt une approche locale et plutôt individualiste. Chacun avec ses armes, les politiques, les normes, les lois, les réglementations, et puis et l'usager, l'argent. Et finalement, l'argent, c'est le marché. Et comme j'ai souvent tendance à dire, pas d'écologie sans économie. Donc il faut qu'il y ait un marché pour faire bouger les choses au niveau de notre métier, qui est un métier qui est plutôt conservateur dans le bâtiment. Et donc le promoteur, il se retrouve un petit peu entre deux eaux. Je l'ai dit, une responsabilité sociétale, loger des gens, une responsabilité environnementale, être le plus vertueux possible dans ces constructions. Donc la question qui se pose, c'est comment faire émerger une conscience écologique auprès de l'usager. Car c'est lui qui donne l'impulsion du marché. Donc on pourrait développer deux notions. La première, ce serait arriver à différencier le prix de la valeur. Quand on parle de logement, lorsque l'on regarde le prix, on a plutôt une vision court-termiste. Quand on parle de valeur, on a une notion plutôt à long terme. Et la conscience écologique, elle se développe sur le long terme. On dit souvent pour les générations futures. Donc ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est d'arriver à différencier les besoins des attentes. Si vous voulez, les besoins sont toujours exprimés par un usager. Les attentes, jamais. Dans les années 60, quand on a construit ces barres d'immeubles, je vais parler pour la France, le besoin était de loger les gens. Mais les attentes, on n'y a pas répondu. Les attentes, c'était bien vivre en ville, bien vivre au sein d'un écosystème, c'est ce qu'a dit Anouk Legendre juste avant, bien vivre au sein d'un territoire. Ça, on l'a oublié. Et on a vu ce que ça donne aujourd'hui. On a plutôt des choses qui ressemblent à des ghettos. Donc la question, c'est comment coupler la réponse à ces attentes à notre responsabilité environnementale. Et si vous voulez vendre des logements plutôt vertueux, en disant aux gens, en achetant ces logements, vous sauvez la planète, ça ne marche pas. Malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas encore. Donc, il faut attaquer sous un angle un petit peu différenciant. Un angle qui va toucher les gens. Et je vois trois axes. Le premier, c'est la notion de confort. La notion de confort, dans le bâtiment, on a eu un exemple d'une tour à Strasbourg qui est passive, donc sobre en énergie. Ça veut dire que c'est bon pour la planète. On a un niveau d'isolation qui est extrêmement performant, donc pas d'énergie consommée, et sobre pour le porte-monnaie, donc bon pour l'usager. Donc là, ça a du sens pour lui. La deuxième notion, ça peut être la santé. L'habitat sain, c'est comme une notion qui commence à émerger depuis quelques années. La notion de la santé, c'est la qualité de l'air intérieur. On sait que les logements sont 5 fois plus pollués à l'intérieur qu'à l'extérieur, et même la qualité de l'air extérieur. Quand moi je fais des façades dépolluantes, c'est pas un besoin, les gens n'ont pas exprimé un logement avec une façade dépolluante, mais ça répond à une attente, la notion de santé personnelle. Le troisième axe, ce serait la sécurité. Et la sécurité, je ne parle pas de quartier sécurisé, comme on peut avoir à Monaco, mais je parle de la sécurité de la valeur patrimoniale, puisqu'un logement, c'est un investissement sur le long terme. Donc, un logement sur le long terme, ça nécessite une anticipation des futures normes et réglementations. Et je reviens sur la volonté politique du départ. Donc, si j'ai un bâtiment qui est vertueux, on arrive à faire comprendre aux gens que leur investissement immédiat, qui est peut-être un tout petit peu plus cher, a une vraie valeur patrimoniale à terme. Si vous développez ces trois notions, vous avez une écoute active. Et finalement, le marché devient à une vraie demande. Et là, vous commencez à enclencher quelque chose. Donc, pour terminer, je vois deux clés. L'éducation, l'innovation. L'éducation, parce que ça donne du sens. Les choses existent parce qu'on les nomme, et elles prennent sens parce qu'on les raconte. Donc, il faut donner du sens avec conviction. Et si on est adhérent du R20, c'est aussi parce qu'on a des convictions. Et deux, l'innovation. L'innovation, c'est la preuve que l'on agit pour quelque chose. Et l'année dernière, Idriss Aberkan, brillantissime, avait toujours ces trois notions par rapport à l'innovation. Il dit toujours, une innovation, c'est toujours ridicule, ensuite dangereux, ensuite évident. Je prends l'exemple de mes façades dépolluantes. Quand j'ai lancé ça, même en interne, on m'a dit, mais c'est ridicule. Ensuite, on m'a dit, mais c'est dangereux, parce que ça coûte beaucoup plus cher, et est-ce qu'on arrivera à vendre ces logements? On a fait un carton en vendant cette résidence à côté de Bâle, dans le sud de l'Alsace. Aujourd'hui, c'est devenu évident. Donc si, par rapport aux impulsions qu'on peut donner, on arrive dans quelques années à dire que le logement vertueux via
les produits via des politiques qui sont vertueuses, on arrive à donner une manière différente, voire avoir une façon différente de se loger, j'en serai le premier satisfait. Merci beaucoup. Et j'aimerais juste pour conclure que Rina, puisque on a compris aujourd'hui que l'acceptabilité suppose aussi que la raison et le cœur s'unissent et que peut-être que ce chemin passe par un dialogue. Et je crois que l'expérience de Tel Aviv est intéressante sur ce point pour voir comment on a tenté, ou on essaye de concilier ces cœurs et raison. Tel Aviv, I will take it off. Tel Aviv, in 2017, Tel Aviv joined the C40 cities and committed to tackle the climate change. And as we speak here, there is a C40 workshop in Tel Aviv, taking place in Tel Aviv, led by senior manager from Europe, like Paris, London, and plus 12 participating from all over the world, Vancouver, Tokyo, Sydney, and they try to tackle together the climate change. My vision as a Chief Innovation Officer is to harness the entire ecosystem from private sector to public sector. And that's why we developed in the municipality a unique program, initiative program, to tackle urban challenges. We select from all the department, every department, a change agent, and we have made a strategic decision in the municipality to engage with every single one of our employees to think, to talk, and to act innovation. We have in the municipality more than 9,000 employees, and our goal is to encourage them to invest time in creative thinking that will be valuable to our citizens, the residents. What we are doing, that we give the employees the challenges of the city, and they come up with a solution. We talked about innovation. Innovation for me, it's about creating value by doing things differently. Most of us deal with the same challenges, but we have different ways of solving it. As I said before, we must harness the entire ecosystem, and if we want, I think that the key to deal with climate change is by cooperating with others, bringing a different culture to the brainstorm, and as Matt Ridley said, innovation is about innovation happens when ideas have sex. Thank you very much. Nous aurons respecté le temps, ce qui est déjà un exploit entre nous. Nous avions beaucoup discuté, nous avons des discussions passionnantes. Je voudrais juste clore cette chose-là peut-être pour une prochaine table ou pour un prochain sujet. J'aimerais aussi, on a beaucoup évoqué l'environnement, le développement durable, et j'aimerais que pour un prochain sujet aussi, on puisse envisager aussi ce que va être aussi le bâtiment, la ville, dans le temps. N'oublions pas que nous naissons à un moment ou à un autre et nous prenons de l'âge, et je crois qu'il est important aussi qu'on tienne, en tout cas, compte de ce que dans notre vie nous évoluerons, que nos besoins évolueront, et que peut-être que le bâtiment doit évoluer également avec l'âge de chacun, sans doute un sujet que j'aimerais peut-être voir un jour abordé ici. Merci beaucoup.